exploiter les données de prospection flavescence dorée pour améliorer les stratégies de lutte. Et on a eu un cas d'étude avec un de nos partenaires sur ces projets, qui est le GEDON des Bordeaux, dont a déjà parlé Sylvie. Voilà, donc le constat finalement, initialement, est relativement simple, c'est que la surveillance de la flavescence dorée dans le vignoble génère énormément de données, génère de grandes bases de données, et par ailleurs, la réalisation de cette surveillance, c'est un investissement massif qui est réalisé par les filières viticoles pour gérer ce problème. Donc ces données de surveillance, ce sont concrètement des milliers et même sûrement des dizaines de milliers d'heures de prospection qui sont réalisées chaque année dans chaque territoire. Pour illustrer ça, ce qui est réalisé simplement sur le GEDON des Bordeaux, donc le GEDON des Bordeaux, là il y a une petite faute, hein, c'est Sylvie qui a raison, c'est 74 000 hectares de vignes, c'est 347 communes, c'est la portion en rouge sur la carte à l'embouchure de la Garonne. Et le GEDON des Bordeaux, chaque année, réalise des prospections à peu près sur 10% des communes de cette zone, et ce depuis 2012. Et ce qui se traduit concrètement par à peu près 8000 nouvelles parcelles qui sont prospectées chaque année. Et au sein de ces parcelles, la flavescence dorée, pour donner une idée, est retrouvée à peu près dans 7% d'entre elles. Voilà, donc l'idée de cette partie du projet RISCA était d'essayer de tirer parti de ces données, alors qui sont utilisées pour mettre en place concrètement le plan de lutte obligatoire, mais essayer d'en tirer un profit supplémentaire, par exemple pour affiner nos connaissances sur les facteurs de risque liés à la propagation de la flavescence, et ce principalement à deux échelles, c'est ce qu'on verra par la suite, à l'échelle de la parcelle, donc des facteurs qui caractérisent ces parcelles, mais également des facteurs qui vont caractériser l'environnement de ces parcelles, ce que j'appellerai par la suite le paysage, et pourquoi pas finalement utiliser ces mêmes données pour essayer de proposer des outils pour améliorer les stratégies de prospection. Au moins, vu le prix et l'investissement réalisé par les filières pour acquérir ces données, ça ne coûte pas beaucoup d'argent supplémentaire que d'essayer de tirer un profit supplémentaire de tout ce travail qui est réalisé. Alors, pour ma part, les outils que j'utilise pour faire parler les données, pour réaliser ces enquêtes, et même on pourrait dire pour réaliser un interrogatoire en règle de ces données, ce sont les outils qui nous viennent de la mathématique et de la statistique. Et l'intérêt ici est d'essayer en fait d'estimer des paramètres ou des processus d'intérêt, mais que l'on observe en général pas directement. Ce qu'on observe souvent, c'est des manifestations indirectes des effets que l'on aimerait réellement estimer. Et c'est ce que je vais illustrer au travers de deux exemples. Alors, un exemple que je vais un petit peu détailler au cours de ces 10 minutes, et d'ailleurs, il ne m'en reste plus que 6. C'est le premier travail que l'on a réalisé sur le GEDON de Bordeaux avec la création d'un système d'information géographique qui rassemble différents types de données. Alors, première source de données, les données finalement essentielles et fondamentales là-dessus, ce sont les données de prospection du GEDON. Dans cet exemple, on travaille sur les années 2012 à 2016, ce qui représente une prospection de plus de 34 000 nouvelles parcelles, avec, on retrouve ce chiffre de 7% d'entre elles qui sont positives à l'AFD. À ces données, on renseigne un ensemble de variables pour essayer d'expliquer la présence ou l'absence de la maladie. Partie de ces variables nous viennent du cadastre viticole informatisé, notamment pour des variables telles que le cépage, les années de plantation, les densités de plantation. Et on rajoute d'autres sources de données, notamment pour caractériser l'environnement des parcelles. Alors, ce sont des données qui nous viennent de l'IGN ou, pour faire local, du CESBio, qui est une unité qui est hébergée ici sur Toulouse et qui interprète les photos satellites pour reconstituer des cartes à l'échelle de la France de l'occupation du sol. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et alors comment ça se présente concrètement? Eh bien, on fait des cartes sur les 74 000 hectares de
vignes du Gédon des Bordeaux. Vous avez ici, alors je n'ai pas de pointeur, donc vous avez ici tout à gauche, c'est la même zone. Première carte, l'état sanitaire des parcelles. Ça, c'est les prospections Gédon. Deuxième carte et troisième carte, âge des parcelles et cépage. Ça, c'est les informations qui nous viennent du cadastre viticole informatisé. Troisième carte, le paysage autour de cette zone, non seulement pour la constitution en cépage, mais pour d'autres classes d'occupation du sol. Et ici, ce qui est illustré, c'est la part qui est, où on retrouve des forêts et les zones où on retrouve du tissu urbain. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est vraiment création d'un système d'information géographique. Et en fait, c'est une étape qui est relativement coûteuse en temps de travail pour fiabiliser les bases de données sur lesquelles on travaille. Deuxième étape, on fait des statistiques. Ici, on utilise par exemple des modèles spatiaux où la variable à expliquer, c'est l'état sanitaire de la parcelle, présence ou absence de la maladie. Et est-ce qu'on arrive à expliquer cette présence ou absence en fonction d'un ensemble de variables? Alors ici, j'en illustre 3. Concrètement, dans cette étude, on en a utilisé 9 et 6, aidez-moi, 15. Voilà. On fait ces modèles. Alors, on ajuste nos modèles. Alors les modèles, on en teste plein. Ça ne répond plus. Si, et finalement, au bout d'un certain nombre d'essais, en général, on arrive à trouver un modèle qui s'ajuste relativement bien aux données, ce qui est illustré rapidement ici. Et alors, quand un modèle s'ajuste relativement bien aux données, alors, on est assez content, parce qu'ici, on a beaucoup de données, on a quand même des informations sur 34 000 parcelles, et c'est pas rien. Et puis, par ailleurs, quand un modèle s'ajuste bien aux données, on peut avoir une relative confiance dans l'interprétation derrière que l'on va faire des facteurs de risque qui sont mis en évidence par ce modèle. Ce que j'illustre à suivre, donc on analyse après l'effet des différentes variables que l'on a prises en compte. Et alors, un des facteurs majeurs, par exemple, qui ressort ici, c'est que la probabilité de détection de la maladie dépend grandement de la période à laquelle on va la rechercher. Donc, sur le Gédon des Bordeaux, l'échantillonnage commence à peu près au 10 août et il se finit fin septembre. Et on voit qu'à partir de début septembre, on a 4 fois plus de chances de trouver la maladie que les prospections qui sont réalisées typiquement en août. Voilà, donc j'illustre simplement 3 résultats. Il y a plus d'informations dans le document écrit qui vous a été remis. Deuxième exemple, ce sont des effets qu'on met en évidence à l'échelle des parcelles. Donc là, on avait un effet, nous, de l'altitude, à relier, par exemple, avec ce dont parlait Sylvie, les palus qui hébergent, par exemple, des vignes ensauvagées, qui sont préférentiellement à faible altitude. On a des effets basiques comme l'âge des parcelles, et puis on retrouve globalement dans ces analyses le classement des cépages et de la sensibilité relative des cépages à la maladie, dont a parlé Sylvie et qui ont été acquis par d'autres méthodes. Et troisième effet, les effets relatifs au paysage, aux environnements parcellaires. Donc là, on a testé des effets qui peuvent s'exercer à plein d'échelles. On a testé des échelles qui vont de 100 mètres à 6 km autour de chaque parcelle. Et les effets qui sont les plus forts, les effets des variables paysagères, c'est finalement sur des zones relativement restreintes autour de chaque parcelle, dans un rayon de 150 à 200 mètres autour de chaque parcelle, on détecte l'effet d'un certain nombre de classes d'occupation du sol. Donc 150 ou 200 mètres autour de chaque parcelle, c'est des îlots de 7 à 12 hectares autour de chaque parcelle. Et là, ce qui est illustré, c'est par exemple comment joue la proportion de merlot dans ces îlots de 7 à 12 hectares sur la probabilité de retrouver la maladie. Voilà, donc ça c'était l'identification de facteurs de risque, et de la même manière on peut regarder est-ce que ces modèles pourraient nous aider à mieux échantillonner. Donc là l'idée était d'essayer de cibler des communes pour les futures campagnes de prospection. Et par exemple, peut-on utiliser le modèle pour identifier des communes qui dépassent un certain seuil de parcelles infectées? Et là, ce que je vais illustrer à suivre, c'est quand on choisit un seuil de 10%, y a-t-il ou pas plus de 10% des parcelles infectées dans les communes? On peut essayer de prédire, il y en a plus que 10 ou il y en a moins que 10 avec le modèle.
C'est ce qu'on a essayé de faire, et je vous donne ici rapidement les résultats. Donc, pour un seuil de 10%, la précision du modèle est de 50%, et ça, ce qu'on appelle le rappel, est de 86%. Alors, qu'est-ce que le rappel du modèle? Le rappel, c'est également ce qu'on appelle la sensibilité. Donc, c'est la probabilité que le modèle dise qu'il y a plus qu'une commune ait une proportion de parcelles infectées supérieure à 10%, lorsque c'est réellement le cas. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle la sensibilité d'un modèle, c'est aussi ce qu'on appelle la sensibilité d'un test Covid. Un test Covid, sa sensibilité, c'est la probabilité que le test soit positif quand on est réellement malade. C'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si je fais un test Covid, dès qu'on touche, le test Covid devient positif, sa sensibilité va être parfaite. Par contre, il sera très très peu spécifique. Donc il faut aussi qu'on ait des tests qui soient négatifs quand on n'est pas malade ou quand la marque n'est pas présente. Ça, c'est ce qu'on appelle la spécificité d'un test. Et quand on conjugue les deux, il y a une deuxième quantité qui est importante pour évaluer la qualité prédictive d'un modèle, c'est cette fameuse précision. Et ici, c'est la probabilité qu'une commune ait réellement une proportion de parcelles infectées supérieure à 10% lorsque le modèle dit que c'est réellement le cas. Si je reprends mon exemple de test Covid, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que le test soit positif quand je suis malade, mais ce qui m'intéresse, c'est la probabilité de savoir que je suis malade quand le test est positif. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc cette précision, alors elle est plus faible, c'est de 50%, mais pour autant elle est plus grande que sous le hasard, parce que si mon modèle c'était le pif, je choisis au hasard la parcelle dans laquelle je vais faire, la commune sur laquelle je vais faire le prochain échantillonnage. Sur notre échantillon, ce serait 20%. Donc, bon, satisfaction petite, certes, mais satisfaction quand même. On fait mieux que le hasard avec ce type de modèle. Voilà, et je vais finir rapidement cette présentation pour laquelle j'ai déjà été un petit peu long, en passant rapidement là-dessus, et en allant directement à un second exemple, où on retrouve le type de données qui ont été présentées finalement par Audrey et par Sylvie. Donc là, on a des données qui sont suivies sur 2 années consécutives, en 2018 et en 2019, de la position des pieds asymptomatiques et de la position des pieds symptomatiques dans 3 parcelles, une parcelle Cabernet Sauvignon, 2 parcelles Merlot. Et là, ce qu'on aimerait bien connaître, c'est la fonction de dispersion de la flavescence dorée. C'est très proche de ce dont nous a parlé Audrey tout à l'heure. Donc on a des données, on couple ces données à un modèle de dynamique épidémique qui va reconstituer tous les chemins possibles d'infection entre toutes les sources et toutes les cibles sur ce mini-paysage de 3 parcelles, en prenant en compte le temps de latence de la maladie. Et on utilise donc ces données couplées à ces modèles pour estimer une fonction qui est cachée à l'observation directe, la fameuse fonction de dispersion, qui nous raconte ici quelle est la probabilité de retrouver des pieds infectés par la maladie à une certaine distance de chaque source ponctuelle potentielle de flavescence dorée. Voilà. Et le résultat que l'on a sur ce cas d'étude, c'est que la distance moyenne de dispersion de la flavescence dorée chaque année est de 12 mètres. Premier résultat, mais il ne faut pas retenir simplement ça, que par ailleurs 80% des événements d'infection ont lieu à moins de 28 mètres d'une parcelle. 28 mètres, c'est 30 par 30 1000 mètres carrés. Et par ailleurs, il y a des caractéristiques très importantes sur ces fonctions de dispersion, c'est ce qui se passe à longue distance. Et il se passe des choses à longue distance, et là on est en train de réaliser d'autres travaux avec des modèles un petit peu plus précis pour estimer précisément un peu ce dont parlait Audrey. Certes, la majorité des événements d'infection se passent à relativement courte distance, mais il y en a aussi qui vont beaucoup plus loin, et ça peut être ceci qui nous pose également des problèmes pour la mise en place des plans de lutte, et donc on veut affiner l'estimation de ces événements de dispersion de longue distance, notamment dans la suite de ces travaux.